Alors, parmi les différents facteurs de vulnérabilité d'une société, le premier facteur que l'on va trouver, c'est la forte densité de population. Les zones où la population est particulièrement concentrée, notamment les principales zones où on trouve de la population, c'est ce qu'on appelle les mégapoles, hein, donc les villes qui dépassent une dizaine de millions d'habitants. Donc on peut penser à Tokyo, Los Angeles, Mexico, et donc ces mégapoles plurimillionnaires dans des zones qui sont soumises à des aléas sont forcément beaucoup plus vulnérables, car comme il y a une plus grosse densité de population, eh bien, si un aléa se produit et se transforme en risque, forcément, les conséquences de celui-ci vont être beaucoup plus importantes dans une zone fortement peuplée que dans une zone désertique, et vont produire également beaucoup plus de destruction. On peut penser par exemple à contrario au cas de l'Alaska qui a subi un séisme en 2018. Donc l'Alaska, vous le savez, c'est un État dont une partie des États-Unis, hein, dont une partie se trouve dans l'Arctique. Et bien, lorsqu'il y a eu ce séisme qui a touché l'Alaska, il a fait zéro mort. Et rappelez-vous, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, lorsque le séisme de 2010 a touché Haïti et notamment sa capitale Port-au-Prince, il a causé 250 000 victimes. Donc le facteur de la densité humaine, évidemment, est l'un des premiers facteurs à prendre en compte. Autre type de facteur à prendre en compte et qui transparaît également sur cette image, c'est le type d'aménagement de construction. Évidemment, si vous avez des constructions antisismiques ou des constructions en béton armé, elles ont plus de chances de résister que des constructions comme en Haïti faites de briques et de brocs et qui ont fini par s'effondrer parce que on n'a pas les moyens financiers pour armer le béton, c'est-à-dire pour mettre du métal dedans. Évidemment, il n'y a pas de bâtiments aux normes antisismiques parce que les populations n'ont pas du tout les moyens d'y recourir. Donc évidemment, en cas de réalisation d'un séisme, eh bien, les conséquences sont beaucoup plus graves. Donc il est important également de noter en deuxième point donc le type d'aménagement de construction. Euh, à l'échelle de la France, si je prends la catastrophe de Xintia en 2010, eh bien, c'était les bâtiments qui ont été touchés, c'était surtout des pavillons qui avaient été construits dans les zones inondables. Donc, évidemment, si ça avait été des immeubles, eh bien, il y aurait eu certainement moins de victimes parce que bah, les gens auraient pu se réfugier dans les étages, alors que dans un pavillon, ce sont des bâtiments à un étage, généralement, voire deux maximum, et les gens bah, se retrouvent au niveau de l'eau. Donc si l'eau monte, ils sont noyés dans leur pavillon. Ils ne peuvent pas se réfugier ailleurs. Ils n'ont pas d'étages supplémentaires pour pouvoir fuir les eaux. Autre type de facteur de vulnérabilité, le troisième, donc, ça serait le type d'activité économique. Plus une activité économique est sensible, plus elle va être vulnérable. Je pense ici aux installations notamment industrielles et par exemple de type nucléaire comme celle de Fukushima qui a donc été construite dans une zone à risque et évidemment en raison de la grande dangerosité des matériaux qui sont utilisés, hein, notamment de l'uranium pour produire de l'énergie nucléaire, eh bien la réalisation d'un risque et sa transformation en catastrophe a des conséquences extrêmement lourdes du fait de ce type d'activité économique. Imaginez si à Fukushima, au lieu d'avoir une centrale nucléaire, on avait des champs où on pratiquait la riziculture, évidemment les conséquences auraient été beaucoup moindres. Les champs auraient été inondés, soit peut-être que la récolte de l'année aurait été perdue, voire plusieurs années si c'était de l'eau de mer qui avait salinisé les sols, mais en aucun cas on aurait eu les conséquences qu'on a pu avoir à cause de cette catastrophe nucléaire. Et enfin, et surtout, j'ai presque envie de dire, parce que beaucoup des facteurs que j'ai énoncés sont liés à ce facteur-ci, évidemment, ce qui va principalement expliquer la vulnérabilité des sociétés à une catastrophe, ou à un risque plutôt, c'est le niveau de développement de ces sociétés. Donc c'est pas un hasard si pour illustrer les facteurs de vulnérabilité, je vous ai mis en évidence la vulnérabilité d'Haïti et de sa capitale Port-au-Prince, c'est que c'est un des États les plus pauvres au monde et forcément, entre un État qui est riche comme le Japon par exemple et un État qui est pauvre comme Haïti ou l'Indonésie, comme on a pu le voir dans le tableau, qui lui a un degré intermédiaire de développement, hein, c'est un pays
en voie de développement, un pays émergent, donc entre les pays les plus pauvres, qu'on appelle les PMA, et les pays développés, les pays du Nord, hein, eh bien, en tout cas, en fonction du niveau de développement, le bilan humain est très inégal. Alors que les riches auront un bilan économique qui sera élevé, parce que ben, ils ont beaucoup d'infrastructures économiques qui risquent d'être détruites en cas de réalisation du risque. Le bilan humain, lui, généralement, est très modéré. Alors qu'à l'inverse, dans les pays pauvres, eh bien, comme ils n'ont pas les moyens d'avoir des infrastructures économiques de très haut niveau, ben, c'est surtout le bilan humain qui est élevé, alors que le bilan économique, lui, généralement, est moindre. Si on doit résumer, on peut noter que 80% des victimes des catastrophes naturelles sur Terre sont des populations des pays les plus pauvres, donc les pays du Sud. Donc ça va des pays extrêmement pauvres, les PMA, en passant par les pays en voie de développement et en allant jusqu'aux pays émergents. Dans les villes des pays du Sud, les quartiers les plus pauvres, c'est un habitat extrêmement précaire, hein. Bon, les bidonvilles, les favelas en Haïti, les favelas au Brésil, le village des morts ou la ville des morts, c'est-à-dire les cimetières dans lesquels vivent les habitants au Caire, par exemple. Donc, ce sont souvent des habitats qui sont construits dans des zones inconstructibles, parce que le terrain, ben, justement, comme c'est inconstructible, le terrain il est pas cher. Car ces zones inconstructibles, par exemple, si je pense à Haïti, ce sont des zones souvent situées en pente, donc dangereuses en cas de risque de séisme, par exemple, ou d'inondation. Et en plus, dans ces pays pauvres, il y a l'absence totale de politique de prévention. Alors, on en parlera un peu plus tard de ce qu'est la prévention, mais pour résumer, c'est toutes les politiques qui consistent à prévenir la réalisation du risque, c'est-à-dire à s'entraîner à faire face en quelque sorte au risque et à limiter les conséquences de celui-ci d'un point de vue économique et humain. Euh, Dans les pays riches, il faut quand même noter que lorsqu'un risque se réalise, par exemple, je pense à l'ouragan Katrina qui avait touché les États-Unis en 2011 ou 2012, j'ai un doute, eh bien, lorsqu'il avait touché les États-Unis et notamment l'État de la Nouvelle-Orléans, la ville, pardon, de la Nouvelle-Orléans, qui est une ville de Louisiane, eh bien, la population qui avait été de très loin la plus touchée, c'était la population noire, la population pauvre, qui avait vu ses habitations envahies par la montée des eaux, car encore une fois, c'était des habitations construites souvent dans des zones à risque, alors que les riches, eux, vont tenir compte de ces risques et vont avoir la capacité d'acheter des habitations hors de danger, en quelque sorte. Euh, voilà pour ce qui en est. Alors, pour préciser pourquoi la vulnérabilité des pays du Nord, elle est surtout d'un point de vue économique, en dehors des infrastructures qui sont construites, qui sont plus coûteuses et plus nombreuses, il y a aussi le coût de ce qu'on appelle les assurances. Les assurances sont prises en compte hein, lorsqu'un risque se réalise. À chaque fois, vous entendrez à la télé, oui, cette catastrophe va coûter 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards d'euros. Oui, mais dans les pays riches, il y a les polices d'assurance qui permettent aux gens, moyennant leur cotisation, de pouvoir être remboursés en cas de réalisation du risque. Et cela coûte cher, évidemment, alors que vous imaginez bien qu'en Haïti, dans les bidonvilles, personne n'a une assurance qui fait que lorsque le risque se réalise, eh bien, il n'y a rien à rembourser, plus que les gens ont tout perdu. Donc, en grand C, maintenant, on va voir la gestion des risques qui est inégale. Donc, je l'ai un peu introduite en parlant de la différence de réaction au niveau de la prévention, selon que l'on soit un pays riche ou un pays pauvre. Eh bien, on va commencer par voir les différences, notamment au niveau de ce qu'on appelle la prévision, c'est-à-dire le verbe prévoir, c'est-à-dire prévoir le risque. Pour prévoir les risques, il faut des moyens qui sont techniques et qui sont coûteux. Et en plus, tous les risques ne sont pas prévisibles avec la même précision. Donc la fiabilité varie selon les types de risques. Par exemple, on peut prévoir la surveillance des cours d'eau dans le but de prévoir les crues. Alors cette surveillance des cours d'eau, elle se fait par satellite météo, par exemple. On peut prévoir l'arrivée de phénomènes météorologiques qui risquent d'entraîner une montée des eaux.
vous avez tout ce qui est le système d'alerte que vous entendez à la météo en France, vigilance orange, vigilance rouge, risque de submersion. Quand vous regardez la météo, on vous en parle. Donc, grâce aux satellites météo, on peut prévoir les risques d'inondation, on peut prévoir à quelques jours un cyclone, on peut prévoir des vagues de froid. Donc, les gens peuvent se préparer à l'événement et donc limiter finalement les conséquences de la réalisation de celui-ci. Après, vous savez, la météo, il y a une marge de risque, hein, il y a une marge d'erreur, pardon, mais généralement, cela permet quand même de se préparer. Par exemple, lorsqu'il y a eu les inondations dans l'arrière-pays niçois au mois de septembre, eh bien, la veille ou l'avant-veille, la météo déjà annonçait une alerte rouge inondation dans cette région pour prévenir les gens qu'ils ne sortent pas en voiture, qui ne se mettent pas en danger, qui n'aillent pas, je sais pas moi, pique-niquer au bord de la rivière, parce que des risques d'inondation étaient annoncés. Donc on peut surveiller les cours d'eau par satellite météo. On peut également surveiller l'écorce terrestre. Alors là, c'est plus variable, hein, mais on va installer des capteurs, par exemple, dans les volcans pour prévoir une éruption. Quelques jours seulement avant, ça reste assez difficile hein, de prévoir les éruptions. De même, on peut essayer de prévoir les séismes à l'aide d'un appareil de mesure qui s'appelle un sismographe. On peut étudier les endroits où il y a eu des séismes dans le passé et de se dire, il risque d'y avoir des séismes qui vont se reproduire, mais par contre, c'est quasiment impossible de le prévoir avant. Il y a une trop grande marge d'erreur, donc jusqu'à présent, on n'est pas capable de dire un séisme se produira demain ou après-demain. On sait qu'il y a des signes annonciateurs, par exemple des micro-séismes, qui annoncent le moment où les plaques vont vraiment craquer et provoquer un immense séisme. Mais est-ce que c'est dans 2 semaines, 6 mois, 3 ans? Vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire évacuer les zones en permanence. Les tsunamis, on peut également les détecter, ben, toujours pareil, hein, grâce au système de détection des séismes. Donc là, par contre, quand un séisme a été détecté au sein de l'océan, par exemple, eh bien, on va prévenir les stations côtières grâce à tout un système de prévision, donc qu'il faut se préparer à faire évacuer les populations parce qu'il y a un risque de tsunami. Donc ça, on peut prévoir les tsunamis mais seulement quelques heures avant. Donc vous imaginez, dans des pays pauvres, avec des moyens médiatiques qui sont parfois assez limités, les populations ne seront pas forcément prévues à temps. Là, vous avez l'exemple du système d'alerte de Vancouver. Donc Vancouver, c'est une île qui appartient au Canada hein, et c'est aussi une ville importante du Canada. Et Vancouver se situe sur la ceinture de feu du Pacifique. Donc il y a des risques volcaniques, mais surtout des risques de séisme, donc qui sont symbolisés par les étoiles rouges, donc les séismes qui ont eu une magnitude supérieure à 7 sur l'échelle de Richter, donc des séismes qui sont violents. Donc vous voyez, il y a tout un réseau de capteurs de séisme, ce sont les triangles inversés bleus, qui sont reliés par la fibre optique au centre de traitement de l'alerte qui se situe à Vancouver. Donc s'il y a des séismes qui sont captés au niveau des plaques, hein, plaque du Pacifique, plaque Juan de Fuca, plaque nord-américaine, eh bien le système de traitement de l'alerte de Vancouver va se mettre en branle et va diffuser l'alerte en annonçant donc par exemple qu'il y a le risque d'un séisme majeur, donc un séisme de forte magnitude. Mais encore une fois, je vous dis qu'il y a une grande marge d'erreur et surtout d'imprécision concernant les séismes. Donc finalement, si on doit revenir et résumer la prévision, eh bien encore une fois, les possibilités de prévoir, comme le montre le système d'alerte de Vancouver, eh bien ça dépend surtout du degré de richesse. Parce que autant les Canadiens ont les moyens économiques et technologiques, parce qu'il faut maîtriser les deux, avoir l'argent et aussi avoir la technologie pour mettre en place de la fibre optique, des capteurs sismiques, un centre de traitement de l'alerte, diffuser l'alerte. Tout cela coûte évidemment énormément d'argent. Donc évidemment, les possibilités de prévenir ne vont pas être les mêmes au Canada qu'en Haïti. Et par exemple, dans l'océan Indien, pour revenir sur le tsunami qu'on avait vu en 2004, eh bien, avant qu'il se produise, il n'y avait pas de système d'alerte collective. Bon, depuis, un système a été installé. Et donc, ces possibilités varient évidemment selon le type de richesse et selon le type de risque.
les risques sismiques étant plus durs à prévoir que les risques météorologiques.